à tous les amis et quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Passion Autosport du Var. Regardez cette vue incroyable que nous avons derrière. Nous sommes au golfe de Sainte-Maxime et nous avons Sainte-Maxime en contrebas et la mer, les bateaux, les oiseaux pour un cadre féerique. Aujourd'hui on reçoit deux tontons flingueurs, un personnage passionné et l'autre sera passionnant. Avant de commencer ce reportage, le premier qui se moque de mon t-shirt, je lui envoie le GIGN parce que ma fille elle m'a dit « Papou, t'as la classe ». Comme la voiture que l'on reçoit aujourd'hui, la Ford Capri 2,8 litres injection. Un reportage 100% plaisir, tout ça sur Passion Autosport du Var. Bonjour, je m'appelle Alain, j'ai 76 ans. Je possède cette voiture qui est de 82, mais je l'ai achetée en 84. Je l'entretiens, mes enfants me surveillent et mes petits-enfants parce qu'ils tiennent absolument à la conserver. Donc je la confie à Michel Pignard, un ancien pilote, très fin pilote, qui va vous faire la découverte de la voiture dans une belle région. Aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on reçoit une voiture que moi j'ai cherché dans le coin et c'est bizarre, mais dans le Var il y a très peu de Ford Capri. Et du coup j'ai lancé une bouteille à la mer, un petit appel au secours par la page Facebook du club Capri France en leur disant écoutez j'adorerais en trouver une. Et alors ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'on est varois mais c'est quelqu'un du golfe du Morbihan qui m'a contacté en me disant on a une Capri magnifique. J'ai dit golfe du Morbihan, c'est Vannes, c'est un peu loin. Et il m'a dit non, en fait, la voiture est basée à Sainte-Maxime, c'est celle de mon papa, appelez-le. Et bien voilà, aujourd'hui on a une belle 2,8 litres injection qui est flambante, qui est une belle auto. Alors on va se remonter un peu l'histoire des Capri. En 69, les premières sortent. Alors la chose amusante, c'est que j'ai la chance de compter parmi un de mes voisins, un garçon qui travaillait au service des prototypes chez Ford et qui a travaillé sur les prototypes de la Capri. Les protos, c'est-à-dire les premières, celles qui roulaient dans l'enceinte de l'usine à Boream, en Angleterre. Et quand ils ont eu fini les caisses des protos, ils ont commencé à rouler dans l'enceinte de l'usine. Et puis il y a un moment, ils voulaient absolument sortir de cette enceinte pour aller rouler la nuit. On est donc en Angleterre. Et on leur a dit, c'est pas possible, parce que la voiture, elle va être prise en photo. Il faut les camoufler. Donc ils ont pris du scotch, ils ont commencé à déguiser les voitures. Et la chose amusante, regardez bien, vous voyez cette vitre, c'est sympa cette vitre, elle est bien intégrée dans la voiture. Au début la vitre, eh bien elle montait, elle s'arrêtait là avec un angle. Voilà, elle faisait ça la vitre. Et quand ils ont commencé à scotcher les voitures pour essayer de les planquer, ils ont fait une sorte de découpe arrondie. Et les voitures sont allées rouler à l'extérieur et puis voilà, les prototypes on peut circuler et faire leur job. Mais finalement, quand les patrons de chez Ford ont vu la voiture avec le maquillage, ils ont dit le maquillage il est meilleur que le dessin d'origine et ils ont décidé que cette vitre, elle serait un peu ovoïde comme ça et non pas comme la Cortina qui avait l'angle. Et c'est vrai que ça fait une bonne partie de la ligne de la Capri. Alors il y a eu la MK1 qui est sortie en 69. Ce qui est amusant, c'est qu'on a deux écoles, c'est-à-dire qu'elle sera fabriquée en Allemagne et elle sera fabriquée en Angleterre. En Allemagne, ils vont parier sur les moteurs en V. Donc on va avoir un V4 qui sera décliné en 1300, en 1500, en 1700. D'ailleurs, ce petit 1700, c'est celui de la Matra 530, juste pour info. Et ensuite, il y aura des V6 avec le 2 litres et le 2 litres 3. Les Anglais vont faire bande à part, mais ça on est habitué. Ils auront plutôt des moteurs en ligne avec le 1300, le Kent, le 1600. Et puis après on verra des évolutions avec le Pinto et différents moteurs. En V6, ils avaient un V6 qui était le V6 SX qui est donc le 3 litres.
Et ce qui est amusant, c'est que ce V6 SX, celui de la Capri 3 litres, il est lourd comme un âne mort parce qu'à la base, c'était un bloc prévu pour faire un moteur diesel d'utilitaire. Donc le 3 litres SX, c'est le plus lourd. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que les Capri 3 litres, celles qu'on verra en groupe 1 et en production, elles auront le 3 litres de l'SX alors que c'était un moteur très lourd. Bon, ça on passe. En Allemagne, le vaisseau amiral, ça sera la 2 litres 8 avec ce V6, avec l'injection. Donc c'est une voiture déjà beaucoup plus moderne que celle qui avait les carbus et d'époque. Mais le modèle le plus désirable parmi toutes les Capri, c'est la 2006 RS, qui est un modèle d'homologation qui a servi à extrapoler toutes les groupes 2 qu'on voyait dans les années 72-73 aux 24 heures de Spa, qu'on voyait aux 24 heures du Mans. Et là, on aborde un peu un côté sportif. Et cette Capri va avoir une histoire sportive incroyable avec des dominations en tourisme de série dans les années 70, le championnat d'Europe des groupes 2. On aura un petit sursaut dans les années 78, notamment avec Lucien Guitny qui sera champion de France des voitures de production avec une Capri 3 litres, devant nombre de BMW par exemple. Et puis la Capri ne va jamais s'arrêter de courir, enfin on dit la Capri mais en fait ça fait qu'y ressembler puisque le pare-brise de la Capri va continuer à courir jusque avec les Capri Zack Speed. En fait c'était des silhouettes mais il n'y avait plus que le pare-brise. Mais c'était incroyable, il y avait un BDA 1500 qui sortait près de 600 chevaux et ça se fritait avec les Porsche 935 à l'époque. Donc la Capri elle a duré très longtemps, de 69 à 86. Elle a connu la MK1, celle qui avait les feux arrière qui étaient les mêmes que les Ford Escort. Il y a eu la MK1 bis avec des feux arrière un peu plus grands. La MK2 que j'aimais moins parce qu'elle a l'avant, vous voyez, elle a les découpes avec les phares un peu plus hauts. Et la MK3 qui d'après moi a le coup de crayon le plus pur. Et là on a une 2 litres 8 injection, c'est quand même le vaisseau amiral. En termes de petite série de Capri, il y en a une qui est très rare, qui est une Capri 3100, qui était la Spa spéciale qu'on a trouvée en Angleterre en vraiment très peu d'exemplaires, dont la promo avait été faite par Jackie Stewart à l'époque, qui était l'ambassadeur de Ford. Et puis bon, en 2 litres 8 injection, il y a eu la Brooklands en Angleterre qui était avec un verre magnifique. Et voilà, il y a eu quelques petites séries. Les dernières ont eu la boîte 5 en 2 litres 8 injection. Et il y avait aussi l'option sur les dernières, dans le pont Atlas, donc le pont arrière, on avait l'option du pont autobloquant, à glissement limité avec un différentiel, un ZF. Celle-là, elle ne l'a pas, on se posait la question, mais vu les traces qu'elle laisse, on est sûr qu'il n'y a pas d'autobloquant. Sur ces bonnes paroles, on va se faire un tour de caisse avec l'invité du jour, parce que notre propriétaire a dit « je viens avec un chauffeur ». Et en fait, de chauffeur, il nous a amené une épée. Donc voilà, on va faire une petite coupure et on va vous présenter Michel Pignard. C'est un plaisir. Alors donc Alain le propriétaire est venu, il m'a dit je viens avec un chauffeur et en fait de chauffeur de maître on a un garçon quand même qui a aligné quelques titres de champion de France en automobile et qui est surtout quelqu'un que j'apprécie parce que j'adore les pilotes polyvalents. On avait eu Jean-Claude Andruet il n'y a pas longtemps, des gens comme par exemple prenez Gérard Larousse qui a roulé en F1, qui a fait les 24 heures du Mans, qui courait en voiture de tourisme, qui a tout fait. Et bien lui à côté, course de côte, circuit, rallye, la carte de visite elle est pleine. Michel Pignard, ça va? On n'a pas le droit de se serrer la main, on se donne des coups de poing maintenant. Michel, on a là la voiture de ton voisin, c'est super gentil de venir avec nous. Du coup, ça doit être la seule voiture avec laquelle tu n'as pas couru quand même. Dans les Ford, oui. Bon, enfin, pas les Escorts, sauf l'Escort Cosworth RS. Oui, ouais. Mais j'ai attaqué les courses avec les Sierra Cosworth. Oui, alors donc là, ça c'est la génération précédente. Bon, ce qu'on va faire, on va se faire un petit tour de caisse tranquillou. Je sais que tu as amené la voiture ici, comme tu m'as dit, les pneus ont 20 ans, bon la voiture elle sert très peu. Il semblerait que tu aies donné quelques émotions à son propriétaire il y a quelques jours. Oui, on a été faire la pression des pneus et puis après on a voulu voir si ça allait bien. Donc il a eu quelques soucis. Oui, tu lui as donné quelques émotions. On va s'ouvrir le capot, tu sais où est la manette? Bon alors,
Viens voir Mathieu, ça c'est le V6, le V6 Cologne. C'est donc le V6 qui était fait en Allemagne et il est beaucoup moins lourd que le 3 litres qui était le V6 SX, qui était à la base un bloc de diesel, je vous l'avais déjà dit. Donc ce moteur, il a été équipé de l'injection, c'est un KG-tronic de chez Bosch, voilà, et avec le système du plateau doseur. Pour ceux qui connaissent, par exemple, une R5 Turbo, c'est un KG-tronic aussi. Une XR3i, c'est aussi un KG-tronic. Donc il y a marqué tronic dans le nom, mais ça n'a rien d'électronique, en fait, c'est vraiment mécanique avec un plateau doseur. Donc là, ici, le boîtier papillon, et ça, c'est vraiment la dernière mouture de ce moteur qui passait encore les normes à l'époque. On n'est pas dans le cadre d'une voiture catalysée. Elle a la boîte 4, alors que les dernières ont la boîte 5. Et puis voilà, c'est une voiture qui est dans son jus, qui sert peu, mais il y a tout, il y a les adhésifs, les coups, les trucs. Elle est extra. Tiens, viens jeter un coup d'œil de près. Hop. Ça, c'est la direction assistée. T'as vu qu'il y a l'ADA quand même? Oui, il y a l'ADA. Voilà. Et puis, regarde ça, la courroie d'époque. Bon, on a de la chance, la voiture sert très peu, mais elle fonctionne. On a le ventilateur avec le visco-coupleur. Il y a une sacrée réserve de lave-glace, on doit pouvoir traverser l'Afrique avec sans en remettre. Eh ouais, c'est cool. Et puis pas un point de corrosion, elle est vraiment... elle est dans un garage, elle est gardée à l'abri. Je sais qu'il avait fait changer les phares parce que là-dessus, ils avaient tendance à perdre un peu leur couleur. Elle a les lave-phares, ça c'était une option d'époque, avec les lave-phares sous pression. C'est pour ça qu'elle a le gros bocal. Et puis, on va passer à l'intérieur tranquillement. Il y a encore le molleton, t'as vu? Il y a encore le molleton en dessous, comme quoi vraiment c'est pas une auto qui a travaillé ou qui a vécu à l'extérieur des années. Hein. Ah non, c'est sympa. Allez, on jette un œil à l'intérieur. On va laisser tout ouvert, tant qu'à faire. Alors là, on se trouve avec des sièges qui sont pas loin de ressembler à des Recaro. Recaro était un des fournisseurs de Ford à l'époque. C'est possible que ça a été sous-traité. Alors, anecdote, parce que là, je connais, il y a quelques puristes qui vont faire des bons. En fait, le propriétaire a mis un volant qu'il aimait bien dessus, qui était le volant de sa BM, et il n'a jamais trouvé le tutu de chez Ford. Donc je lui ai dit, écoute, il faut cacher ça. Bon, non, on va le... Il y a un volant de BM sur la Capri. Alors, hop, on va passer à l'intérieur. On se trouve avec compte-tours, la charge. Bon, il y a rien de trop. On n'a même pas la découpe du tableau de bord pour y mettre la radio. Elle est vraiment comme elle était à l'époque. Ah, c'est amusant. Hein. Et toujours cette maladie des tableaux de bord de chez Ford, comme sur la Sierra, qui se fendent parce que le soleil, ils n'aiment pas. Eh ouais. Mais ça, le ciel de toit gris, la voiture foncée, non, c'est une bonne auto. Alors toi qui as roulé avec, ça a dû te rappeler les années 80 quand même. Du moment que c'est une propulsion, ça va bien. Tant que ça se conduit avec l'accélérateur, tout va bien. Ça freine Alors, ça freine, mais bon, c'est comment aujourd'hui? Cette voiture a besoin quand même de rouler plus et puis d'une bonne révision. Oui. Donc au point de vue frein, c'est très mou, la pédale va loin, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait au moins la purger. La purger, changer le liquide. Voilà, c'est ça. Et puis y mettre des pneus quand même un peu plus récents pour sentir un petit peu mieux. Ah, c'est vraiment une auto qu'on sort du garage où elle est abritée, elle sort une fois par an et on la sort juste pour le reportage. Bon, elle a dû faire 1000 km en 5 ou 6 ans. Oui. Même pas, je crois. Alors, Mathieu, jette un coup d'œil aux roues et les Anglais appelaient ces jantes les pepper pot, les poivrières. C'est avec ces petits trous là. C'était le même dessin que ce qu'on trouvait sur les premières Fiesta XR2. Voilà. Et sur l'arrière, on trouve les feux des séries 3, donc avec les rainures. Et c'était un peu le dress code des Ford à l'époque. La XR3 avait le même système de rainures, soi-disant anti-salissure. La signature des V6 pour les Capri, c'est les 2 pots. Voilà. Et à l'époque, la 2 litres, au moment où elle était en V6, avait basculé avec le Pinto et elle avait perdu un pot. Et les gens disaient, mais pourquoi la mienne, elle a qu'un pot? Eh ouais. Elle a l'essuie-glace, le petit becquet, vraiment, elle a tous les équipements d'origine. Ah, c'est sympa comme tout. Alors, et le bouchon qui se ferme d'origine au niveau de l'intérieur de ce côté-là. Alors, il y a eu quelques-unes qui sont sorties avec les appuis-têtes comme les Recaro, ce qu'ils appelaient le fishnet, avec le filet à poisson qu'on a retrouvé sur certaines Ford aussi. Celle-là, elle a les appuis-têtes pleins. Et derrière, bon, c'était une punition. Alors attention, vous vouliez vous fâcher avec quelqu'un, vous l'emmeniez faire un tour,
Et généralement, ils ne redemandaient jamais. Il y a tellement peu de place que bon, c'est vraiment un 2+2. On ne pouvait pas se mettre au milieu. Et il y avait la banquette qui se rabattait. Non, derrière dans le coffre, on mettait un mort. Ouais, parce que j'en ai une, on pouvait charger, on mettait un bahut derrière. Ah, j'adore, hein. Et puis ça respire les années 80, c'est cool. Il y avait la puissance quand même, parce oui. que c'est une des premières choses qui m'a surpris quand on a été faire les pressions de pneus. Ça pousse. Oui, ça marche. Hein. Il y a 150 ou 160 chevaux, je sais pas. C'était donné pour 160 voilà, il y a à l'époque. 160 chevaux, mais vraiment, ça pousse, mais ça passe pas au sol. Hein, oui. On ne regarde pas le DOT parce qu'à mon avis, ils ont 20 ans les quand pneus. on est sorti de la station-service, j'ai accéléré un peu, ça a ciré pendant 20 mètres. Il y a des gens qui nous ont regardé comme ça en disant mais qu'est-ce que c'est ces vieux qui... Tu sais que les tontons flingueurs, on va jamais réussir à les ralentir. Bon, évidemment, avec un hôte de marque comme ça, quelques questions qui nous brûlent la langue. Michel, dans toute ta carrière, si je te posais la question d'une épreuve dont tu te rappelles plus que des autres, pas forcément une victoire, mais ou un rallye, ou une course de côte, ou une des 10 éditions des 24 heures auxquelles tu as participé, est-ce qu'il y a un souvenir qui te revient en premier dès que tu penses course auto et des choses auxquelles tu as participé? Oui, parce que là, il y en a plein. J'ai beaucoup de bons souvenirs et quelques mauvais souvenirs. Alors, heureusement que les bons souvenirs sont supérieurs aux mauvais. Est-ce qu'il y en a un qui te revient, un truc, une aventure, quelque chose d'étonnant? Peut-être, si tu veux, la montée au Mont d'Or avec la RS 500. Oui. Hein, voilà, je pense que ça fait partie des grands moments. Alors la RS 500, c'est la Sierra Cosworth coupée, mais c'était la série que les Anglais avaient sortie pour les maxi groupas avec la rampe avec les doubles injecteurs, un truc de fou. Et la RS 500, c'était un putain d'avion de chasse, je vous ai rien dit. On avait 500 chevaux en fait pour 1100 kg et il fallait la tenir sur la route, avec un autobloquant qui était pratiquement à 100%. Oui. Donc il fallait les bras, il fallait être jeune. Voilà, il fallait un peu d'aplomb. Puis les super bons souvenirs que j'ai, c'est avec ma toge. Oui. Ma toge de litre avec par exemple un record au Mont d'Or justement en proto qui a duré pendant une quinzaine d'années. Oui. Même Chambéro, les autres, ils ne sont pas arrivés. Ah ça c'est bien, ça tous les ans, voilà. Je suis encore là. Mais le record avec la RS 500, aussi en groupe A, n'a pas été battu pendant plus de 10 ans. Il a fallu qu'ils arrivent avec les voitures de production pour arriver à battre ce record. Il en voit quand même. Hein. Non, mais ça fait partie un peu de mes heures de gloire. Oui, absolument. Dans les gens que tu as rencontrés à cette époque-là, au niveau des gens de caractère, parce que c'était des têtus quand même, est-ce qu'il y en a un qui te laisse un souvenir aujourd'hui dont tu pourrais nous parler? C'est humain, c'est plutôt humain. Oui, je pense que c'est Klaus Wettig. Oui. Voilà, Klaus Wettig qui à l'époque avait construit la Seska. Ouais. Il était parti sur une base d'MT14S pour le Challenge Simca, alors que Grac avait fabriqué les MT20. Et puis... Qui n'a pas été un succès la MT20 en termes d'équilibre, l'aéro, c'était pas... c'était la première c'était une monocoque. Oui. Tandis que là, on avait encore un châssis tubulaire. Bon, ils pensaient être devant les MT14, ils étaient devant les MT14, mais Claude avait tellement travaillé sur ce châssis, à le rigidifier, et puis surtout à monter des trains avant et arrière de marche. Oui, voilà. Et puis elle avait la carrosserie de la 73S aussi. La carrosserie de la 73S, et elle est tombée, mais elle est... efficace tout de suite. Efficace tout de suite. Je veux dire que la deuxième ou troisième course que j'ai fait avec cette voiture, ça a été Pau, et j'ai gagné à Pau, devant Bernard Béguin. Donc, qui d'ailleurs, Bernard Béguin, réside dans le coin. On se voit de temps en temps. C'est amusant, ils sont tous dans le coin. Après, j'ai gagné encore en circuit à Montlhéry, encore devant Bernard Béguin. Donc je pense que la voiture, elle devait être bonne. C'était une bonne auto. Parce que Bernard, c'est une pointure. On va continuer tranquillou notre reportage. J'ai l'impression que tu vas servir de chauffeur pour emmener notre cher Mathieu faire un petit tour sur la route. Il n'y a pas de problème. On est parti. Nous sommes à bord de cette belle Ford Capri 2,8 litres injection. Alors, tu en as connu des autos et surtout, tu en as conduit. Est-ce que tu peux nous parler un peu du plaisir donc de prendre le volant de cette Capri? Alors attends Michel, par contre ça sera à droite, sinon on va se paumer. D'accord. Donc alors le plaisir
Le plaisir, de toute façon, moi, dès qu'il y a 4 roues, un volant, j'ai toujours du plaisir, que ce soit un peu n'importe quelle voiture. Toujours de moyen de se faire plaisir avec n'importe quelle voiture. Mais celle-là, elle a quand même des particularités. C'est qu'elle a un pont arrière rigide, autobloquant ou pas autobloquant, ça ne change pas grand-chose si ce n'est l'efficacité. Mais autrement, ça permet de faire des grands dérapages, du drift comme on dit maintenant. Donc on a plein de plaisir à rouler avec ce genre de voiture maintenant. Est-ce que c'est une voiture qui aurait pu te faire craquer étant jeune? Ah ben oui, bien sûr, j'ai craqué. Moi je conduisais à l'époque des NSU. Alors, quand on voyait une belle Capri 3 litres, avec les bandes bleues sur le capot, c'est sûr qu'on craquait. On demandait que ça, c'était de conduire ce genre de voiture. Alors Michel, je vais te poser une question stratégique. Est-ce que tu peux nous citer les qualités de Ford en général? Ford, c'est la compétition automobile, Ford. Tous les moteurs de Formule 2 à une époque, c'était tous des Ford Cosworth. Et en Formule 1, c'était des Ford Cosworth. Il y a eu Matra qui est arrivé après, mais c'était Ford Cosworth. Donc l'ADN de la compétition pour les moteurs, c'était Ford. Voilà, et après, toutes les voitures qu'ils ont construites, les Escort MK1, MK2, après on est passé à la Sierra Cosworth, en passant par la Capri bien entendu, Sierra Cosworth, l'Escort Cosworth RS, tout ça c'est des voitures qui sont fantastiques à conduire. Alors la question inverse, et là je pense qu'on va voir ce qu'il va répondre le Père Michel. Est-ce qu'il y aurait un défaut chez Ford? Non, ils corrigent les défauts au fur et à mesure. C'est le métier. S'il y a un défaut sur une voiture, ils font des transformations pour le corriger. Et on améliore tout le temps les voitures. Donc on avait les Sierra Cosworth qui étaient très bien, qui tenaient bien la route. Bon, ils ont amélioré tout ça avec l'Escort Cosworth RS, donc qui n'avait pratiquement plus de défauts. Donc il y a peut-être eu après quelques défauts de solidité de voiture, mais autrement c'était tous des super voitures. Donc on peut dire que Ford a prouvé ses qualités en matière de sport automobile et tu fais partie de leurs premiers fans. Voilà, tout à fait. Ça sera le mot de la fin. Alors c'est quand même impressionnant. Alors on peut pas, parce qu'on est dans une route où malheureusement on peut pas un peu s'amuser, mais alors juste à l'accélérateur, le Michel il t'envoie le cul. Eh, je peux te dire que mamie elle demande qu'à danser. Hein. C'est génial. Oh, moi ça va tout seul. Oh, c'est excellent. C'est Philippe Candeloro version Capri. Hein. Double axel, tant qu'on ne fait pas des doubles axels, tout va bien. Ouais, ou un triple axel. Ouais. Mes chers amis, cette Ford Capri est de 1982. Si on remontait le temps avec Marie-Catherine pour qu'elle nous raconte ce qu'il s'est passé cette année-là. Maîtresse, c'est à toi. Maîtresse, j'ai pas été sage. Ouh là. Bonjour les filles et les garçons. Je constate que le fantasme de la maîtresse d'école et du professeur fonctionne toujours aussi bien chez les garçons. Alors 1982, c'est la disparition d'un grand pilote de Formule 1 qu'on surnommait le Petit Prince et qui se tue pendant les essais du Grand Prix de Belgique. Je veux parler de Gilles Villeneuve. Alors Gilles Villeneuve, il avait commencé sa carrière comme pilote de motoneige. Il en était devenu champion du monde. Il était entré en 1977 chez McLaren et puis il avait été repéré là par Enzo Ferrari.
Et il va faire toute sa carrière sur Ferrari. Il va avoir 6 victoires, 6 Grands Prix sur Ferrari. Alors, il appartenait à la même équipe que Didier Pironi. Et pour la petite histoire, pour l'anecdote, ils se sont lancés un jour à un challenge d'aller le plus vite possible de Monaco jusqu'à Maranello en Ferrari. Alors évidemment, ça fait 400 km, ils ont été arrêtés par la police et ils ont été convoqués par Enzo Ferrari qui ne les a pas disputés parce que finalement, ça faisait une publicité toute trouvée pour la marque. Et puis surtout, on se souviendra de 1979, le Grand Prix de France à Dijon, avec le duel incroyable avec René Arnoux, qui a duré un moment et qui ne se battait même pas pour la première place, puisque la victoire est revenue à Jabouille. Mais en tout cas, ce qu'il est resté de ce Grand Prix-là, c'est ce duel que se sont livrés ces deux pilotes. Et aucun d'eux n'a lâché, si ce n'est qu'à un moment donné, Arnoux a eu le dessus. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le célèbre pilote québécois Gilles Villeneuve est mort à l'âge de 30 ans. Il a succombé aux blessures subies dans un accident survenu lors du Grand Prix de Belgique sur le circuit de Zolder. Gilles Villeneuve a été éjecté de sa Ferrari après avoir heurté une autre voiture. Il a subi de graves lésions cervicales et une rupture de la colonne vertébrale. Il a été impossible de ranimer le coureur qui est mort à l'hôpital de Louvain. Ce décès met un terme abrupt à une brillante carrière couronnée par une solide renommée internationale. Paul-André Comeau est à Louvain. Dernière épreuve de classification en prévision du Grand Prix de Belgique à Zolder, non loin de la frontière hollandaise. Villeneuve, au volant de sa Ferrari, négocie sans problème apparent un virage relativement simple. Et puis, subitement, c'est la catastrophe. Le bolide, qui fonçait à plus de 260 km à l'heure, est littéralement projeté en l'air à la suite d'un accrochage au niveau des pneus avec une voiture qui le talonnait de près. La Ferrari se scinde en deux, en plusieurs morceaux. Et Villeneuve est aussitôt éjecté avec une violence inouïe. Son corps virevolte et décrit une trajectoire fatale sur plus de 100 mètres. Villeneuve vient s'écraser contre la clôture métallique qui ceinture la piste de Zolder. Secours immédiat, transport en hélicoptère à la clinique universitaire Saint-Raphaël à Louvain. Rien ne permet de sauver le jeune coureur automobile. On constate officiellement son décès peu de temps après l'arrivée à la clinique de son épouse, arrivée en avion de Monte-Carlo. Paul-André Comeau, à Louvain. Alors 1982, c'est la sortie d'un film qui fait date, c'est la sortie de Mad Max, un film de George Miller. George Miller, c'est un ancien médecin des urgences et qui, lorsqu'il est devenu metteur en scène, a trouvé intéressant de mettre dans son scénario en fait les blessures qu'il avait pu rencontrer dans son hôpital. Alors c'est un film qui parle de la violence routière. C'est un film à petit budget, 400 000 $. Certaines personnes de la production d'ailleurs ont été payées avec des packs de bière. On a fait appel pour la figuration à des vrais bikers et puis à la section australienne des Hells Angels qui faisait un petit peu des ordres. Donc ils avaient sur eux une lettre indiquant qu'ils étaient en train de tourner un film en cas d'arrestation. Alors c'est un des films qui a coûté pas très cher et en même temps qui a rapporté le plus, puisqu'il a rapporté plus de 100 millions de $ au début des années 2000. Alors son interprète principal, c'est Mel Gibson, donc acteur australien. Le film a été tourné en Australie, qui avait accompagné son meilleur ami et colocataire au casting. Et le lendemain d'une bagarre dans un bar, donc il avait le visage tuméfié, ce qui allait plutôt bien avec le film. Et on a trouvé que c'était intéressant finalement lui de l'engager pour jouer le rôle d'un motard violent. Seulement le lendemain, lorsqu'il s'est présenté pour les essais, son visage avait dégonflé et on a trouvé que finalement, bon, il est plutôt beau gosse, hein, Mel Gibson, en tout cas à l'époque. Et on a trouvé ce serait plus intéressant de lui donner le rôle principal. Alors simplement, je voulais parler, il est au volant d'une voiture puisqu'il joue le rôle d'un policier qui court après des méchants et sa voiture s'appelle Interceptor. Et c'est une Ford XB Falcon coupé GT 351 de 1973 qui est une voiture assez rare puisqu'elle a été produite qu'en Australie de décembre 1973 à août 1976.
Alors, novembre 1982, c'est la sortie d'un album, le 6e album de Michael Jackson, Thriller. Alors, Thriller, c'est aussi un titre éponyme avec un clip qui va sortir l'année suivante, qui est le plus long clip, en tout cas à l'époque, un clip qui dure 14 minutes, qui avait le budget d'un long métrage, 900 000 $, et qui est réalisé par un metteur en scène qui a été contacté directement par Michael Jackson, John Landis. Alors John Landis, c'est un fauteuil pour deux, mais c'est surtout le loup-garou de Londres. Et c'est ce qui avait plu à Michael Jackson, puisque Thriller commence avec le chanteur qui devient loup-garou et ensuite zombie. Alors ils se sont amusés à reconstituer l'ambiance des films de série B des années 50, et puis plus particulièrement La Nuit des Morts Vivants de Romero, qui date de 1969, je crois. C'est le clip le plus célèbre du monde, une vidéo qui couronne un triomphe absolu. Un album vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, Thriller, c'est un court-métrage musical de 14 minutes dont l'histoire est semée d'embûches. En 1983, deux autres tubes, Billie Jean et Beat It, ont déjà consacré l'album de la star. Mais avec sa porte qui grince, son loup qui hurle et son rire satanique, la chanson Thriller reste la plus théâtrale du disque. Pour la mettre en scène, Michael Jackson appelle John Landis, le cinéaste du Loup-garou de Londres. 1 million $, c'est la facture pour se payer les effets spéciaux et la chorégraphie. Premier obstacle, la maison de disques dit non à une telle dépense. Alors Michael Jackson trouve la bonne idée pour sauver son projet. Jackson croit vraiment en cette idée-là et du coup il va avoir l'idée de monter avec John Landis un making-of, donc les coulisses du tournage filmé, vendu à ces chaînes de télé pour financer finalement le tournage du clip. Ainsi, Michael Jackson invente le making-of. Et grâce à lui, le public découvre les maquillages extravagants, les répétitions studieuses du danseur hors pair et le plateau de tournage des scènes de zombies. Ce sont justement ces danses macabres qui vont créer un nouveau problème. Les témoins de Jéhovah, auxquels appartient Michael Jackson, menacent de l'excommunier pour avoir joué ainsi avec l'enfer. Michael, quand il fait ce clip, il s'amuse, il se métamorphose, il aime ça, il se déguise comme des enfants vont se déguiser pour Halloween. Donc pour lui, c'est une fiction, c'est un film, il aime ça, il aime l'horreur, il aime le gothique. Donc il pense pas du tout que ça peut avoir des conséquences, il n'est pas en train de faire de la magie noire. Alors que l'artiste veut faire annuler le film, une solution est trouvée, elle tient en 4 lignes exposées au début du clip. En raison de mes convictions personnelles, j'assure que ce film n'exprime en aucun cas une quelconque croyance de ma part dans l'occultisme. Les témoins de Jéhovah sont rassurés, mais troisième embûche, le clip n'est pas assuré de passer à la télé. La chaîne MTV Rushing a diffusé des vidéos d'artistes noirs. Finalement, le succès de Thriller va aussi faire la renommée de MTV. Il y a 35 ans, avec cette improbable histoire de zombies, Michael Jackson a surmonté tous les obstacles pour offrir ses lettres de noblesse au clip vidéo et bâtir sa propre légende. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien vous porter et merci de votre fidélité. Ciao, ciao, à très bientôt. 1, 2, 1, 2. Ah, je pense que Marie-Catherine a enfin trouvé le bouton en rec. J'ai de la buée dans les lunettes, je répète. Je te jure, on a vraiment... on va finir à la maison de retraite. Bon allez, mon père François. Ça filme là? Je croyais qu'on avait une petite voiturette qui allait passer. Alors, mon père François, on était dans un endroit sympathique aujourd'hui. Écoute, aujourd'hui, on doit remercier Stéphane Hasler, qui est le boss du golf de Sainte-Maxime. Merci Stéphane. Voilà, parce que vraiment, le coin était magnifique. Quand je lui ai posé la question de savoir s'il pouvait nous faire une petite place, il m'a emmené au trou numéro 11 et il m'a dit là, la vue, elle est magnifique. Ne ris pas. Numéro 11. Et pour les amateurs de golf, je peux vous dire ici, le cadre est fantastique. Donc ça aurait été sympathique d'avoir une Golf pour le coup, par contre. Ah non, non, mais non, on avait une Caprice, c'est quand même plus sympa qu'une Golf. On va faire hurler tout le Volkswagen World, tu sais, ils vont hurler. Et on a eu quand même 2 beaux tontons flingueurs. On a eu 2 tontons flingueurs aujourd'hui, avec Alain, le propriétaire, qui est venu avec nous et qui nous a fait plaisir. Et surtout, Michel Pignard, alors là, c'est une épée. Un jeune homme, un tonton flingueur voilà, dont
indescriptible, j'ai pas les mots, c'est simple. Ouais, je pense qu'il est aussi passionné de patinage artistique. Alors, il y en a un, mais malheureusement... tu sais qu'il a couru pour un gars qui s'appelait Pierre Maublanc, et quand on lui disait Michel Pignard, t'en penses quoi? Il disait, écoute, c'est simple, tu lui donnes un portail à roulettes, il va trouver le moyen de faire des temps avec. Alors... il doit recevoir le courrier de Philippe Candeloro s'il faut, ce mec-là, tu vois. Donc, et c'est dommage qu'on n'était pas sur une route fermée où on aurait pu avoir pour nous, parce que je pense qu'on aurait... Ça dérape là. Non, non, allez. Bon, allez. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir présenté cette nouvelle vidéo sur Passion Autosport du Var. On se retrouve d'ici une petite dizaine de jours, une quinzaine de jours. Oui. On a une petite voiturette qui va passer et puis on verra ce qu'il y aura au programme. Voilà. Regardez ça. Alors, c'est pas la Ford Capri, c'est la Club Car. Voilà. Je vous garantis. On est dans un Golf. Qu'elle envoie le pâté aussi. Allez, salut mon père François. Ciao mon grand, à plus.